Alors Léo, un auteur de bande dessinée, né en 1944, si je me souviens bien. Votre pseudonyme vient de votre nom, qui est, Luís Eduardo Oliveira, voilà, donc un nom brésilien. imprononçable en français. Voilà, donc plus facile pour nous Français de vous appeler Léo. Vous avez un parcours qui date déjà un petit peu, ou dans lequel on peut retrouver les séries 30, Kenya, Dexter London, et bien sûr Les Mondes d'Aldébaran, qui font l'objet donc aujourd'hui de la sortie du tome 3, du cycle 3 d'Antares, dont nous allons principalement parler aujourd'hui. Est-ce que quand vous êtes parti dans cette aventure des Mondes d'Aldébaran, vous imaginiez en 1994 de vous retrouver 16 ans après avec ces 13 albums? Alors, pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'avais une vague idée de faire un premier cycle de symptômes. J'avais cette histoire du premier symptôme dans la tête. Et après, j'avais vaguement l'idée de continuer à faire d'autres cycles qui se passeraient à la même époque avec d'autres personnages différents. Et c'est seulement en cours de route au milieu de Baron que je me suis rendu compte qu'il fallait garder les mêmes personnages, que c'était déjà des personnages qui avaient déjà 5 ans d'existence, qui avaient déjà pris forme dans les premiers symptômes. Et j'ai trouvé que c'était plus intelligent et plus intéressant de garder les mêmes personnages en les faisant passer vers d'autres planètes à découvrir. Quand on lit l'ensemble avec un peu le recul, on a l'impression que tout ça est très cohérent. Donc comment vous passez à l'écriture de vos cycles? Vous partez un petit peu juste avec une vague idée, puis le récit se construit au fur et à mesure, ou vous avez quand même une idée très précise de là où vous voulez aller? Pour le premier cycle, j'avais besoin d'avoir une idée très précise de comment j'allais raconter toute l'histoire, tous les 5 tomes. Ça m'angoissait de ne pas savoir comment arriver au 5e tome. Mais en produisant le premier cycle, je me suis rendu compte que c'est trop le temps. J'ai mis 6 ans, 7 ans pour dessiner le premier cycle. Et ça, il y avait, en 6 ans, 7 ans, on a tant de choses qui changent dans la tête, on a des idées qui viennent. Et quand on voit le premier synopsis qu'il avait écrit du début à la fin, je voyais qu'il fallait changer. Il y a d'autres inspirations qui étaient arrivées, des personnages qui étaient secondaires qui deviennent importants. Je me suis rendu compte qu'en écrivant, en dessinant, on a le temps de mieux imaginer l'histoire. Mais en sachant où aller. Non, je savais parfaitement ce que j'allais raconter, où j'allais finir. Et je crois que la cohérence vient du fait que cette époque-là, dans ma tête, dès le départ, non, cette époque d'ici un futur pas trop lointain, d'ici 200 ans, 200 ans et quelques, j'ai imaginé cette époque très précisément dans ma tête. J'ai imaginé les personnages, ce qu'ils vivent, comment ils vivent, ce qu'ils sont. Et je crois que c'est ça qui donne cette cohérence à l'ensemble. Et cette écriture qui se construit donc d'album en album, vous l'imaginez quand même sur un album ou planche par planche ou séquence par séquence? Ah non, non, j'imagine l'album entier. Ah non, non, il faut écrire l'album. Avant de commencer à dessiner, j'ai tout l'album écrit, précisément, un scénario écrit comme c'était pour une autre personne dessinée, avec tous les détails, tout le dialogue, tout. Je change parfois ici, là, comme tout le monde fait quand on suit un scénario. On peut changer ici, là, mais des détails. Mais, ah non, j'écris parfaitement pour arriver à la 46 planches, parce qu'il faut faire un album de 46 planches, et ça, c'est un peu dommage, c'est une contrainte qu'il faut suivre. C'est pas facile. Pour faire une histoire qui, euh, qui maintienne un rythme, et qui finisse où je veux. À 46e planche, il faut programmer dès le départ. Vous écrivez en français ou en brésilien? Ah, en français. Je fais un effort énorme pour y arriver, pour apprendre à écrire en français, pour pouvoir présenter mes projets chez les éditeurs. Alors, les mondes d'Aldébaran s'appuient sur un personnage central qui est le personnage de Kim. Est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce personnage et comment il a évolué sur les 3 cycles? Et quand j'ai eu l'idée de cette histoire, le clou de l'histoire, la chose principale, c'était le personnage Kim. Parce que dans ma tête, l'histoire serait, le personnage principal serait une femme. Et pour changer la chose, pas utiliser un homme, c'est une femme. L'histoire commençait quand ils étaient adolescents. Et je me disais que surtout quand ils sont adolescents, la femme est toujours un peu plus rapide que l'homme. Elle mourit plus vite que le garçon.
Je voulais exploiter ça. Et dès le départ aussi, je voulais exploiter le fait qu'on voyait la gamine qui commence l'histoire, elle a 12-13 ans. On la voyait au fur et à mesure des albums grandir et devenir une adulte. Et ça, je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant à faire. Et sa personnalité, j'avais à peu près dans la tête, c'est qu'elle est, quoi. Une fille comme ça, espiègle, vive, un peu rebelle, un peu excessive parfois. Mais là aussi, au fur et à mesure de l'écriture, au fur et à mesure des albums, dans ma tête, elle commence à se perfectionner. J'ai toujours voulu éviter qu'elle soit trop parfaite. Il faut qu'elle ne soit pas trop l'héroïne parfaite, super woman. Je voulais qu'elle ait des défauts comme ça, et parfois elle est excessive, parfois elle exagère, elle énerve parfois. Mais surtout, je voulais une femme super forte, qui fait les choses que les hommes font dans les histoires normalement, non? Tout en étant une femme belle. C'est une série qu'on peut qualifier de science-fiction. Qu'est-ce qui vous intéresse ou quels sont pour vous l'intérêt de projeter une histoire dans un genre qui est la science-fiction? C'est par la liberté que ça donne de créer des mondes imaginaires complètement libres, de créer des bêtes comme on veut, imaginer une planète comme on veut. Et aussi de reprendre, de transposer dans le futur une chose qui, dans ma jeunesse, j'avais trouvé que c'était quelque chose d'incroyable. Je me souviens, moi et mon frère, on discutait de ça. On imaginait l'arrivée des Portugais au Brésil. À l'époque, ils sont arrivés au Brésil en 1500. Et on s'imaginait ces petits bateaux portugais, très, très petits, très rustiques, avec ces matelots, des gens sans instruction, ils arrivent d'Europe. L'Europe à l'époque avait plein de problèmes de famine, de choses, de guerres. Dans le Brésil, j'imaginais, ils arrivant à la baie de Rio, ils voient cet magnifique paysage, forêt vierge, avec des bêtes qu'ils ne connaissent pas, des plantes qu'ils ne connaissent pas, avec des Indiens, pour eux c'était un truc d'autre planète. Et j'imaginais la sensation que ces gens ont eue, c'est quelque chose d'incroyable, incroyable, qui ont vécu, les gens qui ont vécu à cette époque-là, très peu de monde ont vécu cette expérience-là. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. On a tout découvert, on n'a rien à découvrir. Sauf, ils sont partis vers d'autres planètes comme ça, sauvages et inconnues. Non? Et alors, c'est la possibilité d'utiliser la science-fiction pour ça, d'imaginer un monde futur où, au lieu d'arriver en Amérique, on arrive sur une planète inconnue. Je trouve que c'est une mine d'émotions, de sources d'histoire très, très riche. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai tendance à inventer toutes mes histoires dans le même schéma comme ça, les découvertes de nouvelles planètes à la même époque. Pas dans un futur trop lointain pour rester plus proche de nous, plus facilement imaginable pour nous, pour le lecteur qui lit, on se met plus facilement à la place du personnage, mais dans un futur assez lointain pour permettre ces genres de voyages sans problème.